la commune compte 650 habitants environ, au dernier recensement. Il faut savoir que la commune de Vitefleur a été beaucoup plus peuplée au siècle passé. Avant la Révolution, il y avait environ 700-800 habitants. Après la Révolution vient le boom économique du 19e siècle et on a compté jusqu'à 1350 habitants, environ à 800 habitants avant la Première Guerre mondiale, pour être aujourd'hui à 650. D'abord vous rappeler que la Durdan, c'est non pas une rivière, mais c'est un fleuve. C'est un fleuve tout simplement parce que, non pas par son importance, la Durdan se jette dans la mer, on dit souvent à Velette-sur-Mer. C'est pas tout à fait exact parce qu'elle se jette dans un endroit qui est limitrophe entre Velette-sur-Mer et Palluel. Donc la commune de Vitefleur a compté jusqu'à 12 moulins au siècle précédent. Aujourd'hui, il n'y a plus que le moulin, la minoterie qui fonctionne sur le cours de la Durdan. Et encore la roue, je crois qu'elle est en réparation actuellement, elle utilise plus d'énergie électrique que d'énergie hydraulique. On en reparlera en cours de route tout à l'heure. Donc la mairie occupée par des anciens maraîchers, mais précédemment, ça a été, au départ, le bâtiment a été construit en 1781, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, par l'abbaye de Fécamp. L'abbaye de Fécamp qui occupait la majorité, qui était propriétaire de la majorité des biens sur notre commune. Les moines de l'abbaye de Fécamp est très puissant et Vitefleur était un de leurs principaux domaines. Vicaire qui occupait des maisons annexes. Donc là, cette maison-là était occupée par les vicaires, les futurs vicaires qui ont habité cette maison. Ensuite, au XIXe siècle, l'activité de vicaire ayant périclité, elle fut reprise par les sœurs qui tenaient des activités scolaires pour que c'était une école religieuse. Toute la partie administrative et au premier étage, c'est le pierre de sortir. L'âge de pierre. Ce qu'il a pu trouver. Alors c'est celle-là que j'ai taillée. Celle-là que j'ai trouvé. Alors Vitefleur, comme tous les villages de notre région, remonte à l'époque préhistorique. On en veut pour preuve ce que l'on a trouvé dans les champs lorsqu'on est un petit peu curieux. Je pense que tout le monde va voir. Pour enlever les peaux des animaux. Ouais. Alors ça, c'est une pierre qu'utilisaient nos ancêtres, non pas même pas les Gaulois, c'est les ancêtres, les hommes de la préhistoire. Et par bonheur, on en retrouve encore aujourd'hui dans nos champs lorsqu'on a la curiosité de se promener et de regarder ce qui se trouve sous nos pieds. Alors ça, c'est une des plus belles, bien sûr, retrouvées. C'est un outil qui servait à l'homme préhistorique. Ça a été trouvé juste sur la colline, juste au-dessus, derrière les maisons. Il faut profiter que les agriculteurs viennent de labourer, ont bien nettoyé le champ, qu'il a bien plu, et ça tombe sous nos yeux. Vous voyez, ce genre d'outil, c'est extraordinaire. Moi, je suis toujours offusqué de retrouver, pas offusqué, mais enthousiasmé, surpris de retrouver ce genre d'outil. Ce genre d'outil a environ 8-10 000 ans. Et c'est resté dans notre sol, sur notre secteur. Et bien sûr, on se situait sur la voie romaine qui partait de Lillebonne pour aller jusqu'à Velette. Il y avait une voie romaine qui partait de Lillebonne à Velette, et c'était un des endroits les plus fréquentés. Celui derrière le presbytère, là, environ 500 mètres, on a retrouvé à la fois de cette partie historique. On sait que les Vikings ont largement détruit tout ce qui avait été déjà créé par les moines de Fécamp, notamment au niveau de notre vallée. Et donc, on est sûr par contre qu'en 988, Richard Ier, duc de Normandie, on a retrouvé les documents l'authentifiant,
plus ancien bâtiment, bon, il a été bien sûr travaillé à l'origine, il était couvert en chaume. On a retrouvé des factures d'artisans qui travaillaient, qui réfectionnaient le toit en chaume de construction, des modifications. Bon, il y a une partie en grès derrière qui date du XVIe siècle. C'est l'abbé Jehan de Roncherolles. Jehan de Roncherolles, il a sa tombe, lui, aujourd'hui, à l'abbaye de Fécamp, ça c'est sûr. On l'a authentifié. Et on sait qu'il a construit, présidé à la construction du presbytère de Wittler, parce que dans la salle où est assise la dame là, sur le mur là, devant nous, la main noire, se trouve une magnifique cheminée. Alors à chaque fois, je demande aux gens de regarder, mais on ne voit pas grand-chose. STEL, Hostel de la Baronnie. C'était là où qu'on appelait les barons, qui étaient délégués par les abbés de Fécamp pour assurer la gestion de leurs biens, habitaient à l'année. Ils habitaient ici, donc les barons. C'est les parties les plus anciennes qui datent environ du XIIe siècle. Après, les autres parties sont venues successivement et en fonction des destructions, puisqu'il y a eu la guerre de 100 ans. Nos amis les Anglais ont malheureusement détruit une partie de notre château, le château quand ils sont venus. On était un petit peu défendus, mais les murs n'étaient pas assez hauts. Donc le grès, une partie sur le mur en face, une partie à droite. Et après, il y a la brique. La brique, on trouve ainsi un peu les colombages qui sont typiques de notre région. Et les communs, eux, qui ont souffert aussi du temps, puisque la dernière destruction, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une bombe est tombée sur une partie des communs, qu'on appelle la tour prison. C'est là où on enfermait les prisonniers, aussi bien militaires que civils, au siècle précédent, jusqu'à la Révolution. On les enfermait avant qu'ils soient jugés, soit au bailliage de Cagny ou à Rouen. Ils étaient transférés. Et on ne pourra pas les voir, mais à l'intérieur se trouvent des graffitis, c'est-à-dire des inscriptions qui ont été laissées par les prisonniers, qu'ils soient civils ou militaires. Sur le château. Alors, on reconnaît nettement le pont de pierre, le petit passage en pierre qui est derrière. Wittler, qui est donc l'église Saint-Martin, donc le saint qui porte le nom de l'église, c'est Saint-Martin. Alors cette église, la première des choses que l'on fait lorsqu'on vient la voir, c'est on commence par s'interroger sur ce qu'est-ce qui se passe. Là, on se demande jusqu'à où elle va s'arrêter dans son enlisement dans le sol. Alors bon, je dirais que moi j'ai toujours connu cette position ça ressemble un peu à la tour de Pise, hein. Sauf que la tour de Pise elle plonge vraiment du haut en bas, et là la curiosité c'est que on a l'impression qu'elle retrouve le clocher de l'église retrouve sa verticalité à partir du deuxième ou du troisième étage. À cette particularité, c'est soit que le sol sur lequel on serait au fil des ans dans le sol, c'est possible. On dit aussi que c'est parce qu'il se situe sur la dernière partie du fameux souterrain dont je vous parlais tout à l'heure, le souterrain qui relie le château à l'église. Et ce n'est pas impossible non plus, parce que le souterrain, on nous a toujours dit dans la transmission orale de nos ancêtres et même nous-mêmes, que le souterrain avait sa fin dans le clocher, c'est-à-dire derrière la porte en bois. Effectivement, lorsqu'on a déplacé une partie du sanctuaire à Saint-Joseph-Benoît-Cotonengo, on a retrouvé trace de la fin de ce souterrain. On a toujours connu cette curiosité par rapport à l'église. Alors il faut savoir que l'église de Wittler, c'est une construction qui a été réalisée par les abbés de Fécamp, à des époques différentes. La partie la plus ancienne date du XIIIe siècle, c'est-à-dire en
1200, c'est la partie qui est au fond de l'église, le chœur, quoique le chœur lui-même a été rénové par un liftotais au XIXe siècle. Mais donc la partie la plus ancienne, le XIIe siècle, XIIIe siècle, et la partie la plus récente, vous le voyez, c'est inscrit sur la partie de nef 1740. Les emblèmes des abbés de Fécamp. Et sur celui de gauche, on pense qu'il s'agit des représentations des architectes ou des bâtisseurs de l'église. Les bâtisseurs à l'époque ne pouvaient pas graver soit leur nom ou graver, mettre une photo, les photos n'existaient pas, ils se représentaient à l'aide de petits personnages pour montrer qu'ils étaient passés par là. Donc, sur la gauche, Saint-Martin, en train de. On va approcher tout à l'heure, on verra mieux. L'histoire de Saint-Martin, bien connue. Donc, l'église Saint-Martin de Butler, la partie la plus ancienne, c'est le chœur, le temple de ici. Les petits enfants dans leur cube savoir, puisque l'histoire veut que Saint-Nicolas les avait fait ressusciter à partir de cette cube. Saint-Nicolas, donc, était fêté le 6 décembre, et dont l'autel, à l'origine, était ici. L'autel de Saint-Nicolas était ici. Saint est décédé en 1840, à peu près. Donc, a été convaincu, la mère de Frédéric a été convaincue par l'action de ce saint patron, a réussi à convaincre son fils d'en faire vraiment un sanctuaire, de donner une action. Et c'est vraiment très rare de trouver en France des endroits où on vénère Saint Joseph de Noix-Cotin-les-Moulineaux. Vous chercherez de votre côté si vous en trouvez. Moi j'en ai retrouvé un dans l'est de la France. Saint Joseph de Noix-Cotin-les-Moulineaux est né en Italie, donc, et a consacré sa vie aux pauvres. Il a consacré sa vie aux pauvres. Il a fondé à Turin une maison qui s'appelle la Piccola Casa, au début du XIXe siècle, pour y accueillir tout ce que la misère de sa région pouvait avoir. Il acceptait il accueillait les pauvres, les handicapés, les gens les mendiants. Et l'abbé Frédéric, lui, en écoutant sa mère, a été convaincu par ce saint homme. Et bon, dans le transept, la partie qui coupe le cœur, la nef, le cœur. Alors faites attention à vous marcher, parce que là vous marchez sur des modes. Une cinquantaine de personnes qui sont venues ici, notamment derrière, sur la droite, là, derrière, là, au l'hôtel, il y a beaucoup de notables qui se sont fait filmer dans l'église. Je vais dévoiler un petit peu lorsqu'on vient ici, c'est la statue qui est devant nous, c'est la statue qui est la statue de Sainte, on a entendu parler. Wilgefortz, W-I-L-G-E-R-F-O-R-T. Wilgefortz, qui est célébré dans le sud sous un autre nom. Dans le sud, c'est Sainte Débarras ou Sainte, je ne sais plus. Alors Sainte Wilgefortz, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? On retrouve son effigie sur le vitrail qui est au nord, sur la gauche. La partie de gauche représente Sainte Wilgefortz, avec la croix. La droite, c'est la Vierge avec l'enfant Jésus. Donc Sainte Wilgefortz, alors la curiosité du vitrail, c'est qu'il représente la tête de la Vierge peinte en noir. En 1850, par un liftotais, un architecte liftotais qui s'appelait M. Marical. Et bon, c'est un hôtel qui est un peu de style néo-gothique, mais qui n'est pas aussi ancien que le reste du chœur. En haut à droite du chœur, vous avez une statue qui est la statue de Saint-Sébastien. On le représente transpercé de flèches. Alors Saint-Sébastien, c'est pareil, une confrérie importante à Butler. Historique de la commune, parce que là, cette croix classée a été classée au titre des monuments historiques en 1913. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle date de 1647. La date, le millésime figure au pied du socle, vous pourrez lire sur la croix. Alors, elle a été bien sûr édifiée au temps des abbés de Fécamp et elle représente, elle est en grès bien sûr, c'est du grès, la pierre locale qu'on
extraites du sol ici, taillées, ciselées, et donc elles représentent en sa partie haute le Christ qui est de chaque côté, d'un côté il y a le Christ et à l'est, il représente la Vierge Marie. Et de chaque côté, les emblèmes de la commune qui sont bien sûr à gauche Saint-Martin et à droite Saint-Nicolas. Vous voyez, on retrouve Saint-Nicolas avec les 3 petits-enfants dans la cour. On parlait tout à l'heure. Au pied, il faut vraiment le savoir, se trouve Sainte Marie-Madeleine qui pense les plaies du Christ après sa mise sur en croix. Et en haut se trouve un pélican qui est le symbole du Christ qui protège ses fidèles. Donc c'est une croix très rare, de très grande valeur, et qui a été rénovée par un spécialiste de Rouen dans les années 2000. Et la commune, grâce à cette rénovation, a obtenu un premier prix de la Fondation du patrimoine. Il comporte le nom de 35 enfants de Vitefleur qui sont décédés à la guerre. Et sur une partie de droite, là, c'est bien sûr les décédés à la Deuxième Guerre mondiale, qui sont au nombre de 6. On parlera à nouveau de la Première Guerre mondiale lorsqu'on ira près de la Durdan. On aurait d'autres particularités à vous signaler. Je souhaiterais également, tandis qu'on est à Londres, vous dire que Vitefleur a été aussi le berceau d'un certain nombre de célébrités. Alors, la plus connue, il n'y a pas que la plus connue, une qui est particulièrement marquante, c'est Louis-César Lamothe. Il a écrit 5 ou 6 recueils de poèmes, dont j'ai ramené un exemplaire ici, mais il en a écrit 4-5 autres. J'ai sa photo, là, Rose Burel, elle habitait juste devant. Et elle se plaisait à nous réciter des poèmes lorsqu'on allait la voir chez elle. C'était une personne très sympathique. Cloche s'élançait d'un rythme harmonieux, les herbes se bruissaient de limpides rosées, chaque fleur se prenait pour une fiancée. Tapis dans un sapin, un air sifflotait, exprimait-il la paix que imaginez-vous l'ancienne mairie ici. L'ancienne mairie était ici, avant la construction de la nouvelle. Uniquement cette partie-là. Là, c'est les écoles. Après. Là, c'était le logement de l'instituteur sur la droite. Ici, c'était la mairie. Alors, dans ce local-là qui fait en gros 6 mètres de long sur 4 ou 5 de profondeur, il y avait à la fois le secrétariat, le bureau du maire, la salle du conseil municipal, la salle de mariage, tout était réuni en un seul. C'était ici la mairie. C'est pour ça qu'on appelle château, deuxième château de Vitefleur, qui fait partie de la même propriété, issue de la même famille, puisqu'ici habitait la famille Desguerreaux. Je vais parler de la famille Desguerreaux quand on était dans l'autre château tout à l'heure. Ici habitent aussi des descendants de la famille Desguerreaux, mais plus les mêmes branches, c'est des branches différentes, qui est toujours occupée. La propriétaire, qui a maintenant 90 ans, accueille régulièrement ses enfants pour des manifestations. Elle vit encore là? Elle n'habite pas directement ici, mais elle vient régulièrement. Il y a une personne qui habite à côté, une propriété à l'intérieur. Alors ce château, lui, a été beaucoup plus récent dans le temps que le précédent. Celui-là a été construit vers 1650 par le Jehan de la Cour. C'est quelqu'un qui occupait des fonctions très importantes dans le cadre de l'abbaye de Fécamp. Et donc il avait toute sa famille ici. Et on a vu tout à l'heure sa tombe dans l'église, lorsque je vous ai montré dans le transept, l'hôtel de droite, je dis, il y avait des gens enterrés ici. Donc les nobles qui occupaient ce château sont enterrés dans l'église.
une des plus anciennes parties de Vitefleur. Et on retrouve tous les types de matériaux qu'on a pu utiliser, que nos ancêtres ont pu utiliser avant l'arrivée du béton et puis les autres panneaux isolants. Donc on retrouve, pour vous citer, le grès qui était tiré de carrières, dont la plus proche était, bon ici sur le plateau il y a des carrières de grès, mais la brique qui est dite de brique de Saint-Jean, qui est là, la pierre calcaire tirée directement des falaises. On retrouve ici bien sûr le silex. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le silex. Il y a une pierre dont j'ai du mal à m'expliquer l'origine, c'est celle-là. Celle-là, alors c'est une pierre qui me fait établir